Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 111e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures, en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le lundi 20 mars, il est exactement 18h08 heure de Paris, 13h08 heure de Pointe-à-Pitre, où se trouvent nos 2 invités qui, dans un peu plus de 10 jours, prendront le départ du défi atlantique. Course en équipage entre Pointe-à-Pitre et La Rochelle via une escale à Horta aux Açores. C'est une course réservée à la classe 40. Notre premier invité a été le premier à mettre à l'eau il y a bientôt 4 ans le premier classe 40 en forme de SCOS, Crédit Mutuel, à la barre duquel il a notamment remporté la Transat Jacques Vabre en 2019 et la CIC Normandie Channel Race l'an dernier. Il s'agit bien évidemment de Yann Lipinski. Salut Yann. Salut. Le second a été un de ses principaux concurrents depuis 3 ans sur le circuit classe 40. Il a aussi gagné la CIC Normandie Channel Race, et lui, c'était en 2021. Comme lui, il vient de la classe mini et dispose d'un plan David Raison Project Rescue Ocean mis à l'eau début 2020. C'est Axel Tréhin. Salut Axel. Bonjour à tous. Eh bien, messieurs, vous êtes l'un à côté de l'autre pour ce 111e épisode de Pause Report. Faites-nous rêver une petite carte postale de la marina du bas du fort où vous êtes tous les deux. Quelles sont les conditions sur place, nous qui sommes en fin d'hiver en France, en métropole? Aujourd'hui, là, on a retrouvé un schéma un peu classique avec des alizés qui ont l'air bien établis et des beaux nuages de grains qui passent pour certains et qui s'arrêtent sur les reliefs de basse terre juste en face de nous là pour la plupart. Donc la carte postale est comme on s'y attend. Hein. L'eau est bleue, les palmiers bougent un peu dans le vent, mais voilà, c'est les Antilles. Bon, eh bien, l'un comme l'autre, vous avez décidé, après la route du Rhum 2022, de laisser votre bateau aux Antilles et vous allez le ramener par la mer à l'occasion du défi atlantique. On va peut-être commencer par toi, Yann. Pourquoi ce choix? C'est par conviction écologique, pour des raisons budgétaires, sportives? Pourquoi es-tu resté avec ton bateau Crédit Mutuel de l'autre côté de l'Atlantique? Eh bien, c'est surtout pourquoi est-ce qu'on avait décidé les années d'avant de pas le ramener comme ça par la mer en course ou en convoyage, parce que le bateau était tout nouveau et qu'on jugeait que c'était quand même important de le récupérer rapidement et sans prendre trop de risques pour faire un chantier d'hiver sur place autour de notre base à Lorient. Là, le bateau entre guillemets était très bien préparé pour la route du Rhum et pas arrivé, alors oui, avec quelques petits dégâts, mais rien d'insurmontable à réparer sur place, et voilà, ça paraissait un peu logique. On n'avait pas la nécessité de l'avoir pour 2 ou 3 mois de chantier cet hiver, et on a profité de cette opportunité pour participer à cette course défi atlantique. Et ma foi, on a quand même des bateaux qui sont faits pour naviguer, traverser des océans, et c'est vrai que c'est tout le temps un peu dommage, ça fait toujours un petit pincement au cœur de mettre ça sur des gros cargos pour les ramener. Donc voilà, je suis très heureux cette année de pouvoir le ramener à la voile. Axel, c'est un peu la même chose pour toi? Oui, je pense que déjà en premier lieu, le calendrier est ainsi fait cette année pour que ce soit facile d'imaginer intégrer une course retour dans le programme. Ça nous fait pas louper de courses importantes en métropole sur ce début d'année, et en plus ça nous a permis de participer à la Caribbean 600 là pour notre part là, il y a 3 semaines de ça maintenant. Donc c'est quand même des bateaux faits pour naviguer, hein, comme le dit Yann. Donc on est ravis d'avoir pu naviguer pleinement au mois de février, et puis de pouvoir se faire cette transat retour. Moi, à titre personnel, je trouvais ça vraiment stimulant, dans le sens où c'est la première fois que je vais faire une transat dans ce sens-là. Et puis, bien évidemment, nous, avec les valeurs que porte notre projet, quand il y a des solutions pour ramener les bateaux par la mer à la voile et pas sur un cargo, on est hyper enthousiaste.
Justement, tu disais, tu as disputé il n'y a pas longtemps la Caribbean 600 dont tu as pris la troisième place derrière deux Italiens, Alberto Bonna Ouais, et ça va, Ambrogio ça va, ça Beccaria. va, ça va. Bon, j'en remue un peu le couteau dans la plaie. Comment ça, raconte-nous un peu cette course avec qui tu l'as disputée et comment ça s'est passé? C'est une course qui apparemment plaît beaucoup, mais qui est aussi très engagée. Alors moi, cette course, j'ai disputé avec Arnaud Biston, qui a fait la Mini en 2021 et qui a pas mal d'autres expériences en voile, mais qui est un petit jeune plein d'avenir, comme j'aime bien le dire, avec qui je travaille sur la partie technique à l'année. Et c'est vraiment génial pour moi de pouvoir l'embarquer à bord en course, parce que voilà, s'il travaille sur les bateaux de course, c'est parce qu'il aime régater. Et j'étais également accompagné d'Alexandre de la Masure, un de mes partenaires de longue date, qui était à nos côtés depuis le projet Mini déjà. Et du coup, c'est génial de pouvoir partager ces moments-là et les sensations que procurent nos bateaux vraiment de l'intérieur, sachant que bon, sur une course de 600 000 comme ça dans les Caraïbes où on passe notre temps à faire des boucles entre différentes îles, on a vraiment un peu de tout, du près, du portant, des moments avec du vent, des moments avec un peu moins de vent, des changements de voile, des bords de vitesse pure, un peu de tactique, un peu de stratégie. Donc non, c'était passionnant et voilà, c'est quand on aime régater, quand la régate s'arrête, on a hâte que le prochain départ arrive. Et ben là, voilà, c'était une bonne petite dose de régate pure au mois de février. Yann, toi, tu n'as pas choisi de faire cette course? T'es rentré en métropole entre les deux ou tu es resté sur place? Non, bien sûr, je suis rentré en métropole. La petite différence, peut-être avec Axel, c'est que j'ai deux enfants de 7 et 9 ans voilà, je me voyais pas partir ni faire trop d'allers-retours en avion, ni partir trop longtemps. Donc j'ai fait le choix de pas participer à cette course, d'autant plus que comme on monte un nouveau projet et qu'on a lancé la conception d'un nouveau classe 40, que notre équipe s'est renforcée. Enfin, il y avait aussi plein de choses à mettre en place à Lorient et voilà, donc pas de Caribbean 600 de notre côté. Axel, je discutais il y a pas très longtemps avec Erwan Le Draoulec, qui a aussi participé à cette Caribbean 600 à bord d'Everial. Il disait que finalement, quelque part, ça lui donnait des idées de rester un peu comme ça après une transat aller aux Antilles pour s'entraîner, parce que finalement, les conditions sont juste parfaites pour aller se confronter en plus avec d'autres bateaux. Est-ce que ça donne toi aussi des idées pour les saisons à venir, après une Jacques Vabre, après une Route d'Europe, de rester sur place à 3, 4, 5 bateaux et se faire des entraînements communs? Oui, alors c'est vrai que c'est hyper intéressant que effectivement les conditions elles sont parfaites pour ça. C'est sûr que s'entraîner à cette période de l'année où il y a beaucoup de bateaux en chantier, je pense que c'est une bonne chose parce que c'est toujours des heures de vol qu'on prend plus rapidement que les autres. Après, il y a un sujet, c'est quand même que le transport pour venir jusqu'ici est pas anodin. Hormis l'avion, il n'y a pas quand même 15 000 solutions et quand on imagine faire des allers-retours, bah ça rend l'équation tout de suite un peu moins intéressante si on peut pas rester sur place tout le temps. Et après, il y a un paramètre qui est un paramètre météo, hein, c'est que concrètement, ici, le régime standard d'Alizé, on va avoir du vent qui va être du nord-est au sud-est à la grosse. On va avoir assez peu de grosses variations à jouer. Et où là, par exemple, quand on était parti l'année dernière s'entraîner à deux bateaux au Portugal, avec le passage de dépression et de franche rotation dans le vent, on avait pu réussir à optimiser un peu le portant. Là, en général, ici, si on veut faire 70 000 de portant, on va faire 70 000 de près. Donc voilà, c'est la seule petite nuance. Et hormis ça, il y a autant que sargasses qu'il y a d'algues en mer d'Iroise, donc on n'est pas dépaysé, mais bon, faut composer avec. Bon, avant de parler du défi atlantique qui vous attend avec un départ le 1er avril, est-ce que revenons si vous voulez un peu sur la saison dernière et notamment sur la route du Rhum qui pour tous les deux n'a pas été très facile puisque vous avez connu l'un comme l'autre votre lot d'avaries. Racontez-nous un peu comment vous avez vécu cette course qui était pour Yann et pour toi aussi Axel, votre première route du Rhum. On va commencer par toi Yann. Alors, la route du Rhum. Bon, le bilan, moi, était. Il y a eu du bilan, il y a eu beaucoup de déceptions, en tout cas à l'arrivée et pendant la course. Effectivement, j'ai eu quelques problèmes techniques, malheureusement, qui m'ont empêché de suivre la route que j'aurais dû suivre pour continuer de jouer aux avant-postes et cela rapidement, quoi, après 4 jours après le départ. Donc ça a été très dur psychologiquement. Après, on le sait, c'est toujours compliqué, c'est toujours un gros engagement
mental et psychologique, je trouve, de courir en solitaire. Et voilà. Et ce coup-ci, ça a pas raté. Donc, ça a été un vrai défi pour moi de rester, voilà, de retrouver les ressources nécessaires pendant la course, malgré que ce soit pas la course que je rêvais, et ben de rester mobilisé, de retrouver des objectifs. Quand les objectifs qu'on voulait atteindre ne peuvent pas se réaliser, bah, il faut s'en refabriquer, se remobiliser, savoir voilà. Donc ça a été encore une fois une belle épreuve de ce côté-là. Et puis voilà. Et finalement, bah, à l'arrivée, il y a toujours de la fierté d'être allé au bout, de pas avoir abandonné, d'avoir rien lâché, d'avoir fait malgré tout avec ce qui m'était donné, essayer de donner le meilleur. Et puis par contre, voilà, j'ai été quand même assez étonné de digérer la chose assez vite et d'assez vite de reprojeter sur la suite, parce qu'il y a une suite qui m'attend. Et ça aide du coup à pas ruminer tout l'hiver, mais au contraire à repartir de manière plus positive en regardant l'avenir. Mais voilà, c'était encore une fois, moi j'adore le solitaire malgré cette dureté. C'est vraiment quelque chose de difficile, et à chaque fois presque je suis étonné que ce soit aussi difficile d'affronter ces imprévus tout seul en mer. Et voilà, j'adore ça. On en bave, c'est dur, et puis des fois on est récompensé, et des fois on a les plaisirs d'avoir surmonté des choses qu'on pensait pas forcément réussir au moment que ça arrive à surmonter. Et voilà, c'est tout ça qui fait que ça reste, même après 10 ans ou 11 ans de course au large, ça reste des choses incroyables à vivre. Et voilà, la route du Rhum. Qu'est-ce qui t'est arrivé exactement? Tu disais, hein, sur les 3-4 premiers jours, tu étais dans le paquet de tête, tu as été troisième, quatrième. Effectivement, il y a un moment où on voit que tu es contraint de faire une route un peu sud par rapport au gros du peloton. Qu'est-ce qui t'est arrivé exactement? On était dans le troisième front à aller chercher, donc auprès en bâbord là dans du sud-ouest, il y avait une trentaine de nœuds. Bah, j'étais d'ailleurs bord à bord avec Axel à ce moment-là et Luc Berry. Et puis j'ai le lamure, donc l'attache basse de ma trinquette, la voile qui nous servait pour aller passer les fronts qui a cassé. Du coup, j'ai dû affaler, sans rouler la trinquette, j'ai dû l'affaler pour réparer, et donc renvoyer la trinquette dans 30 nœuds de vent avec beaucoup de mer, alors qu'elle n'était pas roulée. Et pour la hisser, c'est une petite drisse, parce qu'il faut aller l'accrocher avec le hook là-haut. Donc c'est juste une petite drisse qui est pas structurelle pour la monter. Et au moment de réhisser ma voile, après avoir réparé la gaine de la drisse, alors que j'étais vraiment arrivé presque en haut, la gaine de la drisse a cassé dans le réa en tête de mât, le réa du hook, ce qui faisait que la gaine bourrait dans un sens et dans l'autre, et donc je pouvais ni finir de la hisser et de la hooker, de la crocheter, ni la faller. Et donc j'étais avec ma trinquette déroulée en vrac, un peu dans 30 nœuds de vent, et en allant chercher probablement 40 nœuds et encore plus de mer. Et donc pour moi c'était voilà, rapidement, en plus dans l'affaire, je m'étais quand même bien tordu un doigt et une belle entorse de la main. Donc ça c'était un détail, mais du coup je me sentais pas, et je pense que c'était la bonne décision d'aller affronter 40 nœuds de vent avec cette voile en l'air que je pouvais rabenter depuis la plage avant, mais qu'une petite partie, qu'il y avait encore une grande partie qui était en l'air. Et donc j'ai décidé de virer de bord et de pas aller au cœur pour aller passer le front au cœur de la dépression, mais au contraire de m'éloigner du vent et du plus gros du vent et de la mer. Et bien évidemment, c'était pas la trajectoire qu'il fallait faire. Et prenant cette décision, je me sortais du jeu on va dire des 8 premiers bateaux. Et puis surtout, j'ai dû attendre pas mal de temps pour pouvoir remonter dans le mât et régler tous ces petits problèmes qui se sont enchaînés d'ailleurs. J'ai pas eu que ça, mais après ça a entraîné des nœuds dans le gréement, des machins. Enfin, j'ai dû monter 4 fois dans le mât de nuit, et dans une mer pas du tout confortable avant de régler tout ça, quoi. Et une fois que j'ai eu tout réglé et que j'étais content et qu'on allait envoyer le spi, on va dire à mi-course, j'ai tapé quelque chose dans la quille qui a tordu un peu mon carénage, et ensuite le bateau, j'ai fait une semaine avec un bateau fortement ralenti et qui pouvait plus donner le meilleur de soi-même. Donc voilà, c'était un peu pour couronner tout ça. Bon, Axel, toi, tu as aussi ton lot de malheurs, d'aventures sur cette route du Rhum. Raconte-nous un peu comment toi tu as vécu ta première route du Rhum. Moi, j'ai pas attendu 4 jours. Hein. J'ai volé le départ, donc d'entrée de jeu, c'était pas le plan prévu. Je me suis arrêté tôt pour faire la pénalité, quasiment en même temps que Johan. Là, on est reparti bord à bord sur le long de la Bretagne Nord. Alors, ce qui est bien, c'est que faire la pénalité à ce moment-là, ça nous a permis de pas perdre trop de terrain par rapport à ce que ça aurait pu être en le faisant plus tard.
mais ça fait quand même démarrer dans les derniers bateaux, quoi. Je sais plus combien on était, mais enfin, il y a des pointages, c'est la 53e, 52e. Donc voilà. Et puis après, on a commencé la route du Rhum. Le petit warm-up là jusqu'aux Açores, c'était engagé. Il y avait du vent, il y avait de la mer. C'était dur de trouver les bons modes pour faire fonctionner le bateau sans trop lui faire mal. Et puis c'était dur de vivre à bord. J'avais la sensation d'être pas trop mal en phase. En trajectoire, c'est toujours perfectible, hein, mais le bateau allait plutôt bien en vitesse. J'avais réussi à revenir plutôt dans le bon paquet devant, à se battre avec Berry là, qui était tout seul vu que Yann nous avait malheureusement abandonné 1 ou 2 jours plus tard, donc on était, je suppose, en la 5e place, quoi. Et puis en passant au milieu des Açores, moi j'ai une barre de flèche qui s'est désolidarisée du mât. Le barreau de barre de flèche qui sert justement à fixer les barres de flèche au mât a rompu le long du mât. Et là déjà j'ai eu de la chance d'avoir le temps de réagir et de pas prendre le mât sur le coin du nez. Et deuxième fois de la chance parce que j'étais pas si loin que ça des Açores. Et troisième fois de la chance parce que Mathieu Perrault, qui est un concurrent qui a le même bateau que celui de Yann et le mien, et du coup un gréement très similaire. Lui avait tapé quelques jours plus tôt et arrivait aux Açores également avec son bateau en vrac mais un mât en bon état. Et du coup, je me suis dérouté vers Punta Delgada où il était déjà sur place et où en moins de 12 heures, on a réussi à virer mon mât avec sa barre de flèche cassée pour remettre le sien. Et je suis reparti le soir même. Et ça, c'était cool. J'ai vraiment eu de la chance. Et puis derrière, on avait fait un peu notre fin de croix là, et ça a été vraiment les grandes glissades des Açores jusqu'à Pointe-à-Pitre. Je pense que contrairement aux bateaux un peu devant nous là, les groupes des 5-8 premiers là, qu'on fait quand même pas mal de rating et au final peut-être un peu moins de portes en VMG que nous. On s'est retrouvé avec pas mal de portes en VMG et notamment dans des alizés un peu soutenues. Donc c'est vraiment les conditions pour lesquelles nos plans raison sont dessinés, des conditions que ces bateaux aiment, donc c'était hyper plaisant à vivre, des grandes glissades, et puis surtout on a bien joué à Pac-Man, quoi. Moi j'ai l'impression de perdre 2 fois énormément de places d'un seul coup, que ce soit dès le départ ou que ce soit en m'arrêtant aux Açores, mais après j'ai fait quasiment que gagner des places, donc c'était plutôt plaisant à vivre. Combien t'as doublé de concurrents, Axel, sur cette route du Rhum? Ça, je pense que c'est un pas loin d'être un record. Je passe de 53 à 5, donc ça fait déjà 48. Et après, je passe de 27 à 10. Donc, c'est 48 et 17, 65. Effectivement, ça fait un bon paquet. Cet arrêt aux Açores, s'il n'y avait pas eu l'aide de Mathieu, tu aurais pu repartir ou ça aurait été compliqué? Ouais, alors je serais reparti, mais nettement plus tard. En fait, faut imaginer que quand j'ai quitté les Açores avec le gréement de Mathieu, on avait annulé ce billet, mais Arnaud justement, avec qui je navigue en ce moment et qui travaillait déjà avec nous sur la partie technique l'année dernière, était prêt à monter dans un avion avec un nouveau barreau pour mettre dans le mât. Par contre, il sera arrivé après mon redépart. Donc, c'était vraiment la solution là en moins de 12 heures avec le mât de Mathieu. C'était vraiment idéal. Je pense que je perdais 2 jours de plus si j'avais pas cette solution avec le mât de Mathieu et qu'il avait fallu changer le barreau. Après, j'ai envie de dire que c'était que un barreau de barre de flèche. Il y a peut-être une question à se poser avec les câbles, mais bon, des rods, on aura bien trouvé des solutions. En tout cas, l'idée au moment où on a l'avarie, c'est de finir au Durham, quoi. Ouais. Yann, d'une façon plus générale, quel bilan tu en tires, quelle leçon plutôt tu tires de cette première participation à la Route du Rhum en vue de la prochaine qui sera en 2026? Je pense que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, hein. C'est très dur, mais j'adore ça. Et puis je pense que Non, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment? Est-ce que tu as noté des petites choses que tu pourrais améliorer en vue de la préparation de la suivante? Est-ce que j'imagine qu'on prend toujours des notes sur une course comme ça? C'est quand même c'est vraiment la navigation grandeur nature, quoi. oui, bien sûr. Bon, la leçon, on va dire technique, c'est que on le sait déjà, hein, ça peut se jouer sur des petits détails de préparation, si on passe à côté de petits détails, ça peut coûter très cher. Donc ça, c'est déjà un enseignement. Et puis, que cette première semaine de Route du Rhum, elle peut être quand même très costaud.
voilà, il y a un engagement dans la stratégie et dans les trajectoires qu'on fait pour aller passer ces dépressions qui est assez important et je pense que tout le monde était un peu à se poser des questions sur ces dépressions, à quelle distance passer du cœur des dépressions. Et c'était pas forcément évident. Moi, ce que j'ai ressenti, c'était que faire le lien entre ce qu'on voit dans les prévisions météo, les fichiers de vent et de vagues, et ce que ça va donner dans la réalité, c'est pas forcément évident parce qu'on n'est pas. C'est dur en entraînement d'aller dans le 40 nœuds de vent, passer un fond, et donc on sait pas quelque chose. Malgré tout, moi, je me sens pas ultra expérimenté dans ce domaine-là. Et donc voilà, faire le lien entre ce qu'on voit sur les prévisions et ce que ça va donner dans la réalité pour être capable de décider à quel endroit aller passer les fronts et qu'est-ce que le bateau et le skipper est capable, où est-ce qu'on est capable de placer le curseur. Et donc ça, je me suis senti, je pense que c'est intéressant en entraînement malgré tout, pas en solitaire parce que c'est peut-être un peu trop engagé, mais d'aller plus passer ce genre de front de manière un peu proche de ce qu'on peut faire en course, c'est-à-dire un peu plus proche de la limite. Mais bon, c'est jamais évident de sortir d'un port pour aller prendre 40 nœuds de vent dans un front. Donc voilà. On rappelle vos classements respectifs, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Yann, tu as terminé 13e et Axel 10e. Axel, d'une façon aussi plus générale, quand tu regardes le résultat de cette route du Rhum, donc la victoire de Johan Richomme devant Ambrogio Beccaria et Corentin Douguet, quelle est un peu ton analyse? Qu'est-ce qui vous sépare? Qu'est-ce qui te sépare encore peut-être selon toi de ces marins ou est-ce que ou c'est plus les avaries qui ont fait le résultat selon toi? Non, ce qui est sûr, c'est que il y avait beaucoup d'excellents couples marins-bateaux là au départ de cette route du Rhum en classe 40. Il me semble que c'est Corentin qui était le premier à dire que il y aurait des déçus. C'est sûr qu'on peut pas être 15 à vouloir faire podium sans qu'il y ait des déçus. Voilà. Alors, ce qui est sûr, c'est que on sait qu'on fait un sport mécanique, il y a une part d'aléas liés aux techniques. Alors, des fois, on aimerait bien que les aléas ça tourne un peu avec ce tout le temps les mêmes qui ramassent. Mais voilà, si on n'y croit pas, il y a peu de chances que ça marche. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que techniquement, on fait au quotidien tout ce qui nous semble être nécessaire et pas que pour essayer de faire en sorte que nos bateaux soient le plus fiables possible dans la durée. Après, il suffit pas de rencontrer des conditions de vent et de mer une fois et que tout se passe bien pour valider l'ensemble du matériel. Il y a des petites casses mécaniques qui sont plus sournoises que ça. Typiquement, moi, ce qui est arrivé sur la barre de flèche, c'est pas lié que à ce qui s'est passé sur cette première semaine de Route du Rhum, mais c'est peut-être un problème des amorces qui se seraient créées depuis que le bateau a été mis à l'eau. Donc voilà, il y a un petit côté ingrat dans cet aspect-là de notre sport. Après, ça en fait clairement partie. Donc en participant, on l'accepte. Donc moi, ça va. Je vais pas dire que je le vis bien, mais j'ai pas trop d'amertume. Après, ce qui est l'enseignement principal de la Route du Rhum, c'est que ça donne envie de recommencer, évidemment, avec un scénario comme celui-là. En plus, ça donne envie d'avoir l'espoir de recommencer en ayant moins de problèmes. Et puis surtout, comme tu le disais tout à l'heure, c'est on a des bateaux qui sont conçus et on a l'ambition d'essentiellement faire des courses au large et notamment ces transatlantiques-là. Il n'y a pas meilleur exercice que de faire une transatlantique pour préparer une autre transatlantique. Donc effectivement, on a appris plein de choses et ça serait vraiment trop dommage que ces enseignements, on n'en fasse rien. Donc oui, ça donne envie de se repréparer en faisant d'autres choses, en refaisant des choses qu'on a déjà fait mais peut-être un peu différemment, ou certaines qui étaient très bien qu'on va refaire tel quel, mais forcément un nouveau projet va amener plein de petits ajustements et c'est ça qui fait que les marins sont des sportifs qui dans le temps arrivent à durer, c'est qu'il y a une belle part d'expérience dans la performance finale de nos projets. Quand tu demandais qu'est-ce qui nous sépare, et par rapport à l'analyse que tu fais, Axel, des gens comme Johan et Corentin, voilà, même si toi et moi on commence à avoir une certaine expérience, ça fait une dizaine d'années qu'on fait de la course au large, eux ils sont à plus qu'une dizaine d'années, et ça c'est forcément une force pour eux. Et puis en ce qui concerne Ambrogio, quel talent! J'allais y venir. Ambrogio qui se mêle à la bataille pour le podium avec un bateau qui est apparemment très bien né. Pour vous, j'imagine, vous le connaissez bien parce que vous avez couru avec lui et contre lui en mini. C'était pas une surprise. Yann, on va continuer avec toi.
Non, bah si, c'était un peu une surprise quand même, parce qu'il était quand même effectivement le bateau est bien né. John Lou, l'architecte, je pense, est plein de talent également. Après, c'est une surprise parce que voilà, c'était le premier bateau de John Lou dans un chantier qui avait pas fait enfin, qui s'était créé un peu pour ça, qui avait pas l'expérience du classe 40 et c'était quand même un gros pari de se dire que le bateau serait capable et de traverser l'Atlantique tout de suite comme ça alors qu'il venait d'être mis à l'eau et sans avoir d'avarie majeure qui l'empêche de performer à ce point. Donc techniquement, pour moi, ça a quand même été une surprise. C'était un Ouais. gros pari et ça s'est bien passé. Après, c'est pas une surprise de voir Ambrogio performer. On sait que On l'a on sait déjà vu qu'on- naviguer avec des bateaux qui sont sur le papier pas du tout compétitifs par rapport à l'ensemble des gens qui prétendent naviguer devant et réussir à tirer son épingle du jeu haut la main. Donc, je pense qu'effectivement, Ambrogio, il a un talent qui est indéniable. Mais je suis comme Yann sur l'aspect technique. Moi, j'avais fait le pari de dire que le bateau, il fallait le construire et le mettre à l'eau en début 2021 parce que 2 ans pour fiabiliser et mettre au point un bateau pour une course comme la Route du Rhum, c'était le planning idéal et il fallait pas moins. Et ben, il nous a montré le contraire, et Johan aussi. Quand vous parlez, quand tu disais Gianlu, juste pour nos auditeurs, c'est Gianluca Gelfi qui est l'architecte de ce bateau. Justement, à propos des bateaux, est-ce que vous tirez aussi des conclusions de cette route du Rhum sur le potentiel des bateaux? On rappelle que vous avez des plans raison. Il y avait des Lombards donc, de Johan et de Corentin qui font 1 et 3, le plan Gelfi qui fait 2. Il y avait des plans Manuard. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes capable de dire que tel ou tel bateau sur une course comme ça est meilleur? Est-ce qu'il y a eu des choix architecturaux meilleurs que les autres? Je ne sais pas qui veut y aller. Ouais, moi je veux bien y aller. Ben, j'ai envie de dire un des premiers constats, c'est qu'il y a effectivement différents plans dans les premières places et que la jauge classe 40 est bien faite et que même si chaque bateau a des différences, des qualités, des défauts, bah, chacun peut tirer un peu son épingle du jeu. Je pense que nous, avec des plans en raison, on avait tout à fait la possibilité de gagner aussi cette course. Mathieu Perrault a fait un magnifique début de course et il aurait pu, avant de tamponner un OFNI, il aurait très bien pu être super bien positionné pour prétendre à la victoire. Donc voilà, le constat, c'est que c'est passionnant en classe 40, plein de différents bateaux, une jauge bien faite et donc une compétition assez incertaine à chaque fois en fonction des conditions. Et effectivement, le bateau d'Ambrogio est bien né, les plans lombards sont extrêmement puissants et ont des qualités redoutables pour ce qui est d'aller chercher des fronts et pour faire du reaching, du près débridé. Leur puissance de carène est vraiment chouette dans ces conditions. Voilà, Axel, qu'est-ce que tu penses? Bah, je pense que nous, ça fait 2 ans maintenant qu'on a mis le classe 40 à l'eau et on a eu quand même pas mal d'opportunités de se confronter bord à bord avec l'ensemble des bateaux. Je pense que euh, pour moi, et j'ai encore découvert notamment sur la Caribbean 600 le potentiel du Max 5 sur plan Manuard et du Musa 40, si je dis pas de bêtises, là, le plan italien d'Ambrogio dessiné par Gianluca. Sont les bateaux qu'on a un peu moins vus avant la route du Rhum, donc on manquait un peu de repères et j'ai encore appris des choses sur leurs points forts, leurs points faibles en naviguant bord à bord avec eux sur la Caribbean. Mais sinon, nos concurrents, on avait assez vite identifié les points forts, les points faibles de chacun. C'est sûr que on fait pas deux bateaux différents pour qu'ils aient le même comportement. Donc nous, avec nos bateaux très roqués, avec une ligne de quille en vue de côté qui est très bananée, on a certaines qualités qui sont les défauts des carènes très tendues. Et voilà, après, comme le dit Yann, la jauge est suffisamment bien faite pour qu'à l'arrivée des régates, il y ait match. Et c'est encore le cas sur la Orfissan où je me fais la réflexion quand on passe souvent de la Guadeloupe que sur les 6 premiers bateaux, il n'y a pas 2 plans identiques et qu'on est tous en moins d'un mille et demi après 450 000 de course. Donc voilà, c'est ça qu'on vient chercher, c'est la bagarre. Et Yann, toi, tu as été comme je le disais en introduction, tu as été le premier à mettre à l'eau un SCO, c'était à l'été 2019 par rapport à un objectif route du Rhum. Est-ce que c'était pas un poil trop tôt parce que ça permet aux autres d'arriver derrière, de regarder un petit peu ton bateau et éventuellement de modifier, d'affiner les dessins en fonction de ça? Ben, un peu trop tôt, ça m'a quand même permis de naviguer sur 3 belles saisons. Donc, par Oui, bien rapport à sûr, ça, je dis,
Enfin, purement que sur la route du Rhum, Oui. la question peut être posée, mais voilà, on a gagné la Jacques Vabre en 2019, c'était aussi une belle victoire. On a acquis de l'expérience. Puis moi j'avais jamais, pour ainsi dire, jamais fait de classe 40, et donc c'était génial pour moi de mener ce projet sur 3 ans. On pensait pas au moment où on a fait notre bateau qu'il y aura une telle effervescence non plus les années suivantes, et autant de nouveaux bateaux, de nouveaux plans et de nouveaux skippers à arriver. Mais ça aurait pas changé notre décision de faire ce bateau dans ce timing-là de toute façon. Euh, donc je sais pas trop répondre à la question. Oui, oui, probablement que pour la route du Rhum, c'était un peu tôt. Ça aurait dû nous permettre de mieux fiabiliser le bateau, mais des détails ont fait que j'ai quand même eu des soucis. Alors qu'en 2019, quand le bateau venait d'être mis à l'eau, tout s'est bien passé pour gagner la Jacques Vabre. J'ai l'impression qu'il y a pas trop de règles. Et voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que c'était 3 belles années avec plein de courses, plein de voilà, riches en enseignements, et voilà, c'est ce que je vais retenir en tout cas. Bon, et donc, comme tu le disais tout à l'heure, il y a un nouveau projet en cours, un nouveau bateau en cours, toujours signé David Raison. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui où vous en êtes? Est-ce que la construction a démarré? Est-ce que vous en êtes encore au stade de la conception avec David? Où en est ce futur Crédit Mutuel? Alors la fabrication des moules sont lancées, donc les formes du pont et de la coque sont terminées. L'objectif est de mettre à l'eau le bateau dans un an au cours de l'hiver, et de faire comme première course la Transat CIC. Et qu'est-ce que je peux vous dire sur ce bateau? Que ça va être un bateau très étroit, très pointu. Voilà. Il ne ressemblera pas du tout aux autres. C'est vrai? Est-ce que tu rigoles ou est-ce que ça va être une V2 de l'actuel Crédit Mutuel, ou est-ce qu'on peut s'attendre à un bateau très différent, même si je sais que tu veux pas nous en dire beaucoup, mais est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu? Alors moi je rigole pas, mais Axel à côté de moi rigole beaucoup. Hein. J'ai l'impression. C'est complètement de l'ironie. Ouais. Ouais. Vous n'avez pas les images, mais c'est de l'ironie. Non. On part de notre bateau actuel. On connaît ses qualités, on connaît ses défauts, comme le disait Axel tout à l'heure. Et on va rogner un peu sur certaines qualités pour gommer un petit peu les défauts. Et puis on va essayer de faire un bateau qui reste. Parce qu'on a un bateau qui est en tout cas très très sympa en termes d'ergonomie de plomb à naviguer, mais par contre qui a un cockpit qui pourrait être un petit peu plus protégé. Donc on va essayer de soigner un peu cet aspect-là. Et on va globalement quand même plutôt sur plus de puissance que le bateau qu'on a en ce moment. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi déjà ce choix de rester en classe 40? Est-ce qu'avec ton partenaire Crédit Mutuel, vous avez étudié d'autres options? Et le choix de construire un bateau neuf, c'était entre guillemets obligatoire pour rester performant dans cette classe? Alors c'est jamais obligatoire. On a regardé un peu quand même ce qui pouvait se faire dans d'autres classes, et si on pouvait ou voulait évoluer, mais c'était pas. On a pris cette décision de rester en classe 40, qui nous paraît être une décision raisonnable déjà en termes de budget. Hein. C'est quand même une classe où les budgets, on va dire, sont raisonnés par rapport en tout cas plus raisonnable que les classes supérieures. Donc cet aspect-là est pas négligeable. C'est une classe qui est de plus en plus qui est très intéressante, qui est passionnante, qui est de plus en plus intéressante. Et moi c'était finalement aussi très excitant de me dire tirons toutes les expériences de ce premier projet, de ce premier bateau pour en faire un autre, quoi. Pour voilà, pour essayer de faire le meilleur bateau avec ce qu'on a appris, de continuer cette histoire avec David Raison, pour qui c'était également le premier dessin de classe 40. Et voilà. Et puis ce que j'aime aussi dans cette classe, c'est la simplicité. C'est des projets des bateaux qui restent simples. On peut quand même beaucoup naviguer. Voilà, on se perd pas dans la complexité technologique, même si on y passe beaucoup de temps. Voilà, ça reste un petit peu plus à échelle humaine que des projets plus gros. Donc ça, c'est ce qui est chouette. Et voilà, pour ce qui est du nouveau bateau, bien sûr, c'était pas obligatoire, mais vu l'effervescence qu'il y a eu, tous les nouveaux bateaux qui apportent à chaque fois des petites choses en plus, on avait envie d'essayer nous aussi d'apporter nos petites choses en plus, et de modifier un petit peu ce bateau qu'on a appris à connaître ces dernières années.
Et toi, Axel, est-ce que tu continues avec ce bateau qui est donc, on le rappelle aussi un plan raison, quel est un peu l'avenir du projet pour toi? Eh bien, pour nous, l'avenir, c'est encore en partie en point d'interrogation. Nous, on a un bateau qui porte les couleurs de Project Rescue Océan, qui est une association qui travaille autour de la sensibilisation d'un plus large public possible à la problématique des déchets en mer. Et on a la chance de pouvoir porter ces couleurs, ces valeurs et ce message-là grâce à une multitude de différents partenaires privés. Et aujourd'hui, pour pouvoir continuer le programme auquel on aimerait participer sur les 2 années à venir, on est à la recherche d'une partie de notre budget pour remplacer des partenaires qui étaient ravis de ces 2 ans d'aventure avec nous, mais qui ne vont pas poursuivre. L'idée pour nous, ça serait donc de se faire 4 transats en 2 ans. Ça me paraît assez beau là, comme ça, présenté comme ça. Donc commencer par le défi atlantique. Auquel on participera, hein, quoi qu'il arrive au 1er avril là, parce que quoi qu'il arrive, on va ramener le bateau en métropole. Et avec comme objectif principal cette année la Transat Jacques Vabre, et en 2024 la Transat anglaise, la Transat CIC pardon, et la Québec Saint-Malo, avec toujours des participations à la Normandie Channel Race, au Sable des Açores cette année, etc. Donc ça c'est vraiment notre souhait. Après on travaille autant que faire se peut à rendre ce joli rêve possible. Et avec le même bateau, si tu avais le choix et le budget, tu continuerais avec ce bateau ou comme Yann, tu dirais, tu lancerais un bateau plus performant ou en tout cas un bateau neuf? Alors avec Yann, on a le même bateau, mais concrètement, en date de mise à l'eau, il y a plus d'1 an et demi d'écart, parce qu'il y a eu Ouais. le Covid entre les deux. Ça n'empêche pas que le design du bateau est daté du même moment, hein, c'est vraiment les mêmes. Moi, ce bateau, je l'ai exploité que 2 ans jusqu'à maintenant. Je trouverais que ça aurait pas franchement de sens de continuer là 2 ans en classe 40 et de refaire un bateau neuf tout de suite. Je pense que j'ai encore beaucoup de chances de naviguer sur ce bateau-là avec un tel potentiel, encore beaucoup de choses à apprendre avec et de belles navigations à faire dessus. Donc ça me paraît un petit peu tôt. Après, l'idée de se reprojeter sur 2 ans dans l'immédiat et pas de se projeter jusqu'à la prochaine Route du Rhum, c'est que potentiellement la prochaine Route du Rhum, si on a la chance de pouvoir y participer, ce serait plus probablement sur un autre bateau. Du coup, toi, le projet, Axel, toi, c'est de repartir sur 2 ans, tu disais, ouais. Oui, bah nous on se projette sur 2 ans parce que ça fait 2 ans qu'on exploite ce bateau-là, qu'on a encore plein de belles expériences à vivre avec, qu'on a beaucoup de choses à apprendre encore, hein. À chaque navigation, j'apprends de nouvelles choses, donc ça vaut vraiment le coup de continuer à exploiter ce bateau-là. Il est encore dans le coup, hein, on l'a vu sur les courses, les dernières courses. Hein, il y a encore de belles choses à faire avec. Et puis après, ouais, dans la logique où j'estimais que pour la Route du Rhum 2022, mettre à l'eau un bateau tout début 2021, c'était le bon timing. Moi, je pense que si on regarde tout début 2025, on serait dans le même raisonnement pour la Route du Rhum 2026. Donc, si on doit faire une Route du Rhum en classe 40 avec toujours des ambitions sportives très élevées, ça pourrait avoir du sens de faire un nouveau bateau qui s'inscrirait assez simplement dans ce calendrier-là. Et voilà. Donc, aujourd'hui, on essaye de trouver des solutions pour faire 2 belles années en classe 40, tout en espérant qu'on soit à même de se projeter jusqu'à la Route du Rhum d'ici là. Il te faudrait combien idéalement comme budget? Tu cherches combien? Si jamais il y a des auditeurs qui seraient intéressés pour t'accompagner. Concrètement, nous, on a un budget de fonctionnement qui est de l'ordre de 450 000 € par an, et on en cherche un tiers. On a les 2 tiers de ce budget-là, et aujourd'hui, on se démarque un peu par rapport à pas mal de projets, dans la mesure où dans ce budget-là, on inclut une prestation de communication prête à l'emploi. On fournit tout un tas de contenus rédactionnels, vidéos, photos, etc., qui sont pas des contenus pour lesquels il faut mettre la main à la poche en supplément du soutien au projet sportif. Donc c'est vraiment du clé en main, prêt à l'utilisation. Bon, bah, avis aux auditeurs intéressés. On va parler du défi atlantique rapidement. Donc, départ le 1er avril de Pointe-à-Pitre à destination de La Rochelle avec une escale à Horta. Qu'est-ce que vous attendez l'un comme l'autre de cette course? On va commencer par Yann, et avec qui vous allez la courir, hein, on rappelle que ça peut être en double ou en équipage. Qu'est-ce que j'en attends? Alors moi, je vais courir avec Rémi Fermin qui a rejoint notre équipe là, en début d'année et qui va nous accompagner
jusqu'à la prochaine route du Rhum dans la gestion du projet. Rémi, c'est quelqu'un qui avait fait la mini en même temps que moi sur un bateau qu'il avait dessiné, construit et avec lequel il avait fait troisième en prototype. C'était l'année où j'avais chaviré en 2013. Et je cours aussi avec Antoine Carpentier qui courait sur Redman lors de la dernière route du Rhum et qui va m'accompagner jusqu'à la Transat Jacques Vabre cette année et qui va faire toutes les courses avec moi. Donc ce que j'attends de ce défi atlantique, une belle expérience, des bons moments partagés avec ces deux personnes et puis de bien prendre le bateau en main avec Antoine pour comme un entraînement pour être prêt pour les courses suivantes, la Normandie, la CIC Normandie Channel Race et les Açores et la Jacques Vabre. Donc voilà, une belle prise en main ensemble sur une transat. Et puis comme Axel, c'est la première fois que je vais traverser en course dans ce sens-là. Et donc ça c'est nouveau et comme tout ce qui est nouveau c'est excitant. Donc voilà, parce que un beau programme. Axel, toi tu vas disputer cette course avec qui? Alors moi je vais faire les 2 étapes avec Arnaud Biston, donc toujours aussi jeune et toujours autant plein d'avenir. Et par contre la première partie entre la Guadeloupe et les Açores, on sera équipé également de Laurent Plot, qui est le propriétaire de notre joli bateau et également l'un de nos partenaires avec son entreprise. Et donc ça va être une chouette expérience, un beau moment de partage. Et a priori, on va se faire la 2e étape en double. D'accord. Est-ce que toi, comme Yann, tu as déjà choisi ton co-skipper pour les courses en double de la saison et notamment pour la Transat Jacques Vabre? Moi concrètement là aujourd'hui je vais voir les choses un peu pas au fil de l'eau parce que pour moi ça a une connotation un peu à l'arrache, mais on anticipe les choses, mais autant qu'on peut le faire, c'est-à-dire que avec les moyens qui sont les nôtres aujourd'hui, on a de bonnes chances de pouvoir participer à la Normandie Channel Race et je suis en discussion avec différentes personnes pour ça, enfin surtout avec une personne parce que je parle avec une personne à la fois, ça sert à rien de multiplier les communications. Donc ça devrait se caler. Après la suite, ça dépendra de notre capacité à continuer notre projet ou pas. Et c'est sûr que oui, j'ai envie de caler ces choses-là, mais je peux pas me permettre de m'engager auprès de quelqu'un si j'ai pas la certitude que ça va au bout derrière, tout simplement. Yann, pourquoi toi le choix d'Antoine, hein? On rappelle qu'Antoine a gagné 3 fois, si je me trompe pas, la Transat Jacques Vabre, dont une fois en classe 40. Pourquoi Antoine Carpentier? Parce qu'il a un CV incroyable. Ouais. Et c'est une private joke, mais en plus c'est vrai qu'il a un CV incroyable. Parce que c'était un concurrent redoutable, quelqu'un avec qui, même si on n'a jamais navigué ensemble, avec qui j'ai senti avoir un peu la même approche sur on va dire sur le sens marin. Je vais donner par exemple au départ de la route du Rhum, là, quand ça a été reporté, voilà, on en discute ensemble, on avait à peu près le même discours, la même analyse, et donc je me vois bien naviguer avec lui. Je pense que c'est quelqu'un qui voit la mer et le bateau et la course et les décisions à prendre par rapport à tout ça un peu de la même manière que moi. Et puis quelqu'un qui est très technique, qui apporte un bagage de régatier, qui a fait beaucoup de Tours de France, qui a navigué sur plein de supports différents. Et donc voilà pour tout ça. Et puis il était disponible aussi. C'est effectivement un élément clé. Un petit mot Et sur... c'est aussi parce que depuis la dernière Transat Jacques Vabre, mon fils, à chaque fois qu'on prenait le train ou quoi, ou la voiture, il me disait et là le TGV il va plus vite que Antoine Carpentier. Voilà. Et donc Et qu'est-ce que tu lui répondais? Et je lui disais oui, là le TGV il va plus vite, mais c'est que c'était pas très comparable. Mais voilà, maintenant j'ai Antoine Carpentier sur mon bateau, donc ça va être plus simple avec mon fils. Bon, juste un mot sur la classe 40, qui tu le disais tout à l'heure, Yann, il y a eu beaucoup de bateaux qui ont été construits entre 2 éditions de la Route du Rhum. Je crois que j'avais fait le compte, il y a eu 30 bateaux neufs entre les éditions 2018-2022. On a l'impression que même cette année, il y a pas de creux post-Route du Rhum comme il y a souvent sur ce genre de classes qui sont drivées par cet événement. Est-ce que vous êtes surpris un peu par la vitalité de cette classe qui continue avec, je crois qu'il y a à peu près une dizaine de nouveaux bateaux qui sont attendus encore cette année?
Ah bah c'est sûr que c'est surprenant, cet enthousiasme et cet engouement, il fait plaisir à voir, mais qui aurait pu prédire un tel niveau d'engouement? C'est compliqué. Il faut imaginer qu'entre le bateau Diane et le mien, il y a 1 an et demi, on passe du 158 au 162, et qu'entre mon bateau et celui du Henrichaume, il y a aussi 1 an et demi, on passe du 162 au 187. Donc on passe de 4 bateaux en 1 an et demi à 25 bateaux en 1 an et demi. Alors certes, il y a le Covid qui a pas aidé en 2020, mais bon quand même. Ce qui est sûr, c'est qu'a priori, moi, j'ai pas le recul suffisant pour le dire de ma propre expérience, mais de ce que j'ai compris après la route du Rhum, c'était traditionnellement des années un peu creuses avec moins de nouveaux projets en classe 40, et que là, ça n'a pas l'air d'être du tout le cas. Il y a d'excellents marins qui sont attirés par la classe et qui viennent la rejoindre sur des bons bateaux aussi. Donc, je pense que ça va être des courses de plus en plus disputées, de plus en plus intenses à vivre, de plus en plus intenses à suivre, qui vont être encore plus attirantes pour nous en tant que marins, régatiers, compétiteurs, parce que c'est hyper exaltant à vivre. Après, moi, j'ai juste un petit bémol à mettre par rapport à ça, c'est qu'il faudrait pas qu'on oublie l'essence un peu de cette classe 40, qui est de rester sur des projets qui restent raisonnables et accessibles financièrement parlant. Et c'est génial que de grosses équipes arrivent avec de gros moyens, mais je pense qu'on peut aussi réussir à faire les choses bien en les faisant simplement et sans être dans la débauche. Voilà. Et tu as l'impression justement que les budgets de fonctionnement et les budgets globaux augmentent beaucoup? Bah, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des projets qui se montent pour les années à venir avec 2 fois le budget qu'on avait en 2021, et que ça me paraît être un gros fossé, quoi. Et que moi, je m'épanouis pleinement dans cette classe où les bateaux restent simples et accessibles, notamment parce que les bateaux restent simples et accessibles. Et je sais pas si je prendrais autant de plaisir dans la chasse ou toujours plus, mais je trouve ça génial qu'il y ait des super projets avec les moyens d'aller dans le détail, comme ça a rarement été fait dans cette classe-là. Et Yann, un avis sur la question? Analyse sur la question, bah Axel a raison, hein. C'est l'essence de la classe, c'est de maîtriser les budgets. Après, c'est vrai que c'est toujours une force de réussir à investir plus de moyens. C'est toujours plus facile de mener les projets avec plus de moyens, plus de performance. Enfin, voilà, ça aide toujours à la performance. Après, voilà, les règles font que les moyens supplémentaires n'offrent pas des avantages incroyables. Comment dire? Voilà. Heureusement, tu vois ce que je veux oui, dire, oui, complètement. Axel. C'est sûr que c'est pas en dépensant des dizaines d'euros de plus que le voisin qu'on va s'assurer d'aller plus vite. Voilà. Et heureusement, parce que sinon ça servirait plus à rien d'aller sur l'eau, on comparerait nos budgets. Mais Ce qui est sûr, c'est que je pense que les gens qui animent la classe, le bureau et le conseil d'administration ont ça bien en tête, et que les règles évoluent régulièrement pour s'adapter à ça et pour essayer de limiter ça. Au cours du dernier conseil d'administration, il y a eu encore, par exemple, des réflexions sur la limitation du nombre de voiles utilisées par saison et par bateau. Il y a eu des limitations qui ont été rajoutées il y a 1 an ou 2 pour limiter les coûts du pilote automatique. Donc c'est quelque chose qui reste présent. Après, voilà, on peut, voilà, il y a toujours, il y a forcément toujours des disparités entre les différents projets, les différents budgets, c'est sûr. c'est quand même une classe pro-am, avec pas mal d'amateurs. Pour certains, c'est un peu la porte d'entrée pour faire la route du Rhum, et un peu une des seules voies pour y arriver de façon raisonnable. Il y a des gens qui viennent vivre le rêve de leur vie, aussi en classe 40. Donc c'est ce qui fait que c'est des aventures qui sont très riches humainement aussi. C'est l'hétérogénéité des profils, donc il faut pas se fermer cette porte-là. On rappelle au passage que la classe vient de changer de président, et que c'est Cédric de Kervé-Noël qui remplace Alvar Mabir. Un tout dernier mot justement pour faire la transition avec ce que tu viens de dire, Axel. Il y a des gens qui ont vécu aussi leur rêve en faisant un tour du monde en classe 40 qui vient de se terminer, qui était la
40, un tour du monde en 8 étapes. Est-ce que vous avez regardé un petit peu cette course? Il n'y avait pas énormément de bateaux, il y avait 7 bateaux au départ, dont 2 qui ont été vite sur la touche. Est-ce que vous avez regardé cette course de près? Est-ce que un tour du monde en classe 40, je sais que vous aviez été l'un et l'autre intéressés à un moment pour courir l'autre tour du monde, The Race Around, qui n'aura finalement pas lieu, mais est-ce que ça, à plus long terme, ça vous intéresserait? Est-ce que vous avez suivi cette course? Alors suivre de près, je vais être honnête, ça n'a pas été le cas. Après, je l'ai suivi, j'ai vu plein de belles images passer, de très belles escales. Ça donnait vraiment envie. Quelques images embarquées aussi avec ces bateaux dans les mers du Sud. C'est sûr que ça donne envie également. Pour l'anecdote, je suis même retrouvé à faire un peu de strat sur un concurrent qui a fait un petit pit stop là juste après notre Caribbean 600. Donc, je me suis retrouvé à resuivre le truc avec un peu plus d'attention que ce que je faisais jusqu'à maintenant. Et chapeau à eux. C'est sacré périple, sacrée aventure. Après, c'est surtout des vieux bateaux qui ont participé à cette course-là. Et je pense que aujourd'hui, moi, je me projetais bien effectivement sur celui qui était censé s'organiser là sur les années à venir et qui s'est pas fait. Et je pense que c'est limite pas plus mal parce que les SCO aujourd'hui, je pense que c'est des bateaux qui sont plus fragiles que les bateaux d'ancienne génération en fait. La classe 40, ce qui fait que les bateaux étaient quand même relativement fiables, solides, costauds, c'est que il y avait cette histoire de poids minimum, de redressement max, etc. Enfin, il y avait une équation qui faisait qu'on n'était pas trop tenté de faire des bateaux ultra light et qu'on avait en tout cas la possibilité de faire des bateaux qui soient performants et solides. Je pense qu'avec l'ESCO, on a mis plus de charge dans les bateaux. Les bateaux sont plus puissants, donc ils tolèrent des voiles plus grandes. Donc, c'est le cercle un peu vicieux de. Alors, ça fait accélérer les bateaux, ça c'est sûr, mais par contre, ça a remis ce poids minimum un peu en dessous de ce qu'il faut pour que ce soit des bateaux incassables en fait. Et je pense que pour aller faire un tour du monde, c'est pas forcément un bateau incassable, mais un bateau plus costaud que ceux qu'on a là qui sont faits pour faire des transats. On voit bien déjà faire des transats, alors ça les sollicite beaucoup et c'est compliqué de se contenter de petites avaries. Donc voilà, un tour du monde c'est quand même une autre échelle. Bon, Yann, pas de tour du monde à bord de Crédit Mutuel au programme. En tout cas, pas sur ton 40 pieds. Non, moi j'adhère complètement à ce que vient de dire Axel, et même si j'ai effectivement été intéressé à participer à un tour du monde et pour y réfléchir, j'ai mis un peu de l'eau dans mon vin et effectivement aujourd'hui ça me fait tout simplement ça m'effraie un peu et ça me fait un peu peur de m'imaginer avec un tel bateau dans les mers du Sud sur des très très grandes étapes loin des côtes, aussi loin des côtes, aussi loin des. Donc voilà, non, les transatlantiques sur ce bateau, c'est bien. Bon, très bien. Ça sera le mot de la fin. Transatlantique, départ de Défi Atlantique le 1er avril de Pointe-à-Pitre. Je crois que vous serez 14 bateaux au départ à destination de La Rochelle via Horta. Messieurs, qu'est-ce qui vous attend dans les 10 jours qui viennent? Un peu de préparation du bateau, un peu d'entraînement quand même, ou sinon du farniente en Guadeloupe? Nous, pas trop farniente. Farniente, on est arrivé hier à 19h. Ce matin, à 7h du matin, on a mis à l'eau. Et là, je vais raccrocher et je vais aller tout de suite naviguer. On va naviguer on va naviguer tous les jours de cette semaine et bricoler si besoin. Nous, on n'a pas fait la Caribbean 600, donc on a un petit peu de retard sur nos copains. Bon, et Axel? Nous, de notre côté, c'est sûr qu'on a eu l'opportunité de naviguer beaucoup là, sur le mois écoulé entre la Caribbean 600, les convoyages, la session d'entraînement de quasiment une semaine qu'on a fait derrière. À la suite de ce bon bloc de navigation, on s'est fait une grosse semaine là à bosser sur le bateau, sur la partie entretien, fiabilisation, entretien, etc. On a réussi à se faire une petite pause d'une semaine là, et on est de retour aux affaires avec pas mal d'administratifs et de temps à passer derrière l'ordinateur, toujours dans la nécessité de construire l'avenir de notre projet. Et avec l'arrivée des copains concurrents depuis la métropole, on va aussi pouvoir récupérer quelques petites pièces qui nous manquaient pour finir de préparer le bateau aux petits oignons pour cette transat retour. Parfait. On vous souhaite une bonne transat retour. On se retrouve du côté de La Rochelle dans un gros mois et demi. Et amusez-vous bien entre
entre la Guadeloupe et La Rochelle. Merci à tous les deux et on se retrouve quant à nous mardi prochain pour un 112e épisode de Pause Report. Bonne journée. Merci, à bientôt. Merci, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipnshaft.com. À bientôt!